Voilà ce que j'ai comme tension maintenant. Et après, je trouve plus ناقص 6 على 5 moins زائد 6 6 على sur 5 126. Ça doit correspondre à ça. Il y a plus 6 sur 25, moins 6 sur 125. Et ainsi de suite. Et après, bien sûr, ça va se stabiliser vers 10 volts. بلانكو ما تقول عنديش بلانكو بلانكو ها هو فراشة فراشة Bon, est-ce qu'il y a une question sur ça? فراشة زوينة طارت فراشة طارت سلامك سلامك فراشة فراشة زوينة وحدة هاي تشوف فراشة Bien. فراشة Il n'y a pas de question. Est-ce que vous êtes toujours là? Parce que j'ai entendu aucune réponse. Vous m'entendez? Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Bon, on passe. Ah, on passe à un CC. Donc là, vous allez faire attention. CC, ça va, vous faites attention. Alors ça, c'est l'extrait d'un CC de 2019. Voilà. En réponse à un échelon de tension, le signal ci-dessous a été mesuré à l'entrée d'une ligne. À l'entrée d'une ligne en court-circuit. C'est-à-dire ZL égale à 0. Et une impédance caractéristique 50 ohms et une permittivité epsilon R est égale à 4. Alors, voilà, donc on a un générateur avec une impédance interne égale à 0 en ferme. On a une ligne de transmission qui a une longueur L et qui est chargée par un court-circuit. Alors, à l'entrée de la ligne, voilà ce que j'ai mesuré. Question déterminer RG et VG et la longueur de la ligne. Bien. C'est quel exercice ça? 4. Exercice 4. اما واحد قلت واحد راه في البدايه تحت زعما بلا شافت ضربوا الخوا الخاويه فوقاش كتكون تساوي واحد اللي كيكون سيكري اوفر Good. good I'm good at Good la grande. I'm good at this fucking subject this fucking mother شو دابا كيكون الصبر عاد خصو يرسم هادي ايوا كوبيكولي كوبيكولي الصبورة هاد مرة أول مرة عمري خدمت فيها خدمت فيها نتا شي مرة توجور والله تاكلي بسيريو افيك لانتيك ناسيونال ولا افيك ناسيونال نو انتريسي نو انتريسي ما زدت لي شي حاجة بفلوس الصباح وي جي واش مريض والله ما بقى عندي تاني الفلوس الاستقلال اللي طبيت Bien. انا جبرت مجمال Alors, si, alors là, on n'a rien. On n'a ni le générateur, ni la résistance, ni la longueur de la ligne. On a juste l'impédance caractéristique et on a l'impédance ZL qui fait égal à 0. Bon, on va supposer qu'on connaît tout et on va essayer de tracer. Monsieur, pardon. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas, non connais. Je connais comme je connais, ne connais pas. On va essayer de faire joli. Je ne connais pas. Mais je connais que tu connais. Je sais pas. Mais je connais que tu connais pas. Mais qu'est-ce que tu connais qu'on que je ne connais pas. Brahim, il est en train de se mettre. Oh, bien sûr. Alors, que va sortir notre générateur ici? Monsieur, si tu... Il va sortir un V0+, est égal à combien? On sait que ça doit être égal à VG fois Z0 sur Z0 plus RG, n'est-ce pas? Et il fait combien celui-là? Si on regarde ça,
12. ودار فراشة هاي قالت 12 يا سياد ودير 12 كتساوي 12 فراشة أستاذ وباللي مليح و12 أنا 12 هاني تشوف ابراهيم 12 أستاذ كتساوي 12 Bien. Normalement, ça doit faire ça. Puis après, qu'est-ce que je dois trouver ici? Alors, ça, c'est V0 plus. Après, je dois ici trouver combien? Alors, gamma L ici, c'est combien? Moins 1. Moins 1. Donc, je dois trouver ici moins V0 plus. N'est-ce pas? Puis après, qu'est-ce que je dois trouver ici? L'impulsion a dit, ça doit être moins V0 plus fois position de réflexion du générateur. N'est-ce pas? Bien. Alors, si je trace à l'entrée de la ligne, qu'est-ce que je vais avoir comme tension, d'après vous? V de 0 et de L. Alors, je dois trouver d'abord V0 plus, n'est-ce pas? De là à là. Et après, je dois trouver V0 plus moins V0 plus, qui va être 0. Et puis après, une autre petite amplitude de combien? Elle doit faire combien? Moins V0 plus fois gamma G. N'est-ce pas? Puis après, bon, c'est la même qui revient ici. Bon, on s'en fout. Parce qu'on n'a pas besoin. Alors, de là, qu'est-ce que je vais tirer? Je vais tirer que V0 plus est égal à 12 volts. D'abord. Celle-là, ça doit être celle-là. D'accord? Puis après, j'ai une deuxième équation qui est moins V0 plus fois gamma G est égal à combien? Est égal à celle-là. Est égal à 3 volts. Donc, à partir de là, ben, je vais sortir, puisque je vais sortir ce que gamma G est égal à combien? 3 volts sur moins 12 volts, ça fait moins 1 sur 4. D'accord? Plus, ça fait 12 volts. Hop. Moins V0 plus fois gamma G, moins V0 plus fois gamma G est égal à moins V0 plus fois gamma G est égal à 3 volts. Donc gamma G est égal à 3 sur moins 12. C'est moins un quart. Bien. Alors, puisque j'ai gamma G qui est égal à moins un quart, gamma G, c'est combien? C'est Z. Gamma G, c'est RG moins Z0 sur RG plus Z0, qui est égal à 1 sur 4. Donc, de là, je vais sortir RG. Alors, si on fait une petite manipulation, alors RG, ça va devenir combien? En fait, c'est Z0, facteur de 1 plus gamma G sur 1 moins gamma G. Hein, si vous sortez RG tout seul, ça va faire ça. Alors, ça fait combien? Z0, c'est combien? C'est 50 ohms. Facteur de 1 plus 0,25 sur 1 moins... Alors,
عرفت منين جاب العلاقة؟ 0,25 sur 1 عرفت منين جاب العلاقة؟ كيف ما جاب plus 0,25. قاس على ناقص 12. في نتيجة في راه Alors, كيف هذيك باش كذا جابت باش كتغير ليش moins Monsieur, si le moins, c'est au dénominateur. pardon? واي شنو هي كاينة Le signe moins. Oui. Au dénominateur. C'est pas au numérateur. لونجل غير ليش على لونجل. Tu as permis le plus et le moins. هذا L'équation A. هنايا هكذا عاملة فيهم بعدا شنو هي؟ هذه فين هي ولي ريسي اولا هذه اولا هادي على هادي. وريها Non, لينا انا la première qui est, n'est-ce pas, monsieur? هادي على هادي. هذا هو كامل. Je suis pas sûr, parce que je suis la première et la deuxième, tu as permis les signes. Ouais, parce que le gamma c'est moins. هذا il fait moins un quart. وريها رجع وريها لينا ناقص بزيرو بلس. لا وريني لنا فين هي حتى هذا كامل موان بزيرو ضربتي كامل فينا هو هي هاد لونجل اللي مغيبليش. هذا هايرا وهذا اللي هابط. هذا بزيرو كيتغير موان بزيرو كيتغير موان بزيرو Alors ça c'est V0 plus, ça c'est V0 plus, et ça c'est moins V0 plus, au gamma J. Donc ça fait V0 plus, moins V0 plus, moins 1 est égal à 3 volts. Je t'ai dit, il fait 3 volts. Donc je vais l'énoncer. هذا كاما ال ولا اخر فوق بزيرو. هذا غير هكا ممكن ندير كوستيم راسي في البيسي بلا ما نقولوا نديرو وكتجي مزيانه Donc بروفيسيونيل. on va finir le calcul. Donc ça fait combien? 53. واش خصك تشري ولا خصك تقلب عليه؟ خصك نقلب عليه. Ça fait 0,75 واش نقلبوا عليه؟ divisé par 1,25. واش تصيبوا راسنا هو يصيبوا لنا نجيو نصيبوا راسنا صافي نقلبوا على شي كوستيمات باش ما كوستيم بغيتي ندير راسي كوستيم نختار ندير خضر. Alors ça fait 30 ohms. والله لا خضر لا خضر كوستيم. D'accord? كوستيم. Alors la résistance du générateur, il ferait 30 ohms. Alors s'il fait 30 ohms, maintenant je peux calculer VG. Alors parce que VG, c'est combien? V0 plus est égal à VG fois R fois ZC sur RG plus ZC. Et tout ça, c'est égal à 12 volts. Donc, ce qui me fait, je suis en train de chercher quoi VG. V du générateur est égal à combien? V0 plus facteur de RG plus ZC sur ZC. Alors V0 plus c'est 12 volts. La résistance du générateur, on a dit 30, plus ZC 50 sur 50. C'est égal à... Alors, 80 sur 50, 80 divisé par 50 fois 12. Ah, 19,2 volts. Voilà. Donc, voilà. À partir de ces deux mesures, à partir de celle-là et de celle-là, c'est suffisant pour trouver la tension du générateur et la résistance du générateur. Alors maintenant, pour la longueur de la ligne. Alors, la longueur de la ligne, elle a une certaine longueur L. Et regardez, à quel moment j'ai cette chute de tension? Si ça, c'est le temps de propagation, donc ça, c'est 2 fois le temps de propagation. Donc, 2 fois le temps de propagation est égal à combien? Ben, il faut regarder ici, est égal à 7 microsecondes. Donc, 2 fois le temps de propagation est égal à 7 microsecondes. Le temps de propagation, c'est combien? C'est la longueur sur la vitesse de propagation est égale à 7 microsecondes. Bon, alors pour la vitesse de propagation,
Eh bien, c'est combien la vitesse de propagation? 2,8. Mais où est-ce qu'on l'a ramené ça? كيت 19 شيت. بحق دابا هذاك الداتا شيت هذا امتحان ما فيه لا داتا شيت لا والو. ما فيهش داتا شيت. Alors, la vitesse de propagation, bon, on va le voir parce que avant je commençais par les transmission en régime harmonique. On verra. C'est toujours ce C sur racine de epsilon R. D'accord? Et moi, j'avais donné epsilon R est égal à 4. D'accord? Donc, la vitesse de propagation, ça sera fois 10 puissance 8 sur 2, qui est égal à 1,5 10 puissance 8 mètres par seconde. D'accord? Donc, finalement, L est égal à combien? 7 microsecondes fois 1,5 10 puissance 8 sur 2. Qui est égal à combien? Ben, alors, le microseconde, il reste 2. Donc, il reste 7 fois 1, 5, 0 sur 2. Alors, 7 fois, ça fait 7 fois 75. 7 fois 75. 525 mètres. Voilà. Voilà, on vient d'obtenir, à partir des réflexions, on sait un petit peu ce qui se passe. C'est quelle est la tension du générateur, quelle est la longueur de la ligne, et ainsi de suite. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? 525 متر غير السينال عرف شحال كاين من متر. داكشي علاش كيعرفو البيرت مثلا في أين بلاصة بالضبط. Bien, on va prendre une pause de 10 minutes et on revient le temps de préparer un petit peu la deuxième partie. D'accord? D'accord, merci. 10 minutes, il est 46, donc, disons moins 5, donc 11 heures, non, disons 46, 11 heures. Ouais, 11 heures moins 5. Allez, on va dire 11 heures. Allez hop. À 11 heures, Inch'Allah, on va reprendre. يلا. يا نضت قاعدة هي واحد Oh là là. Bon, c'est pas grave. يوم ورا يوم حبيبي Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. C'est très bien. Donc, on passe à l'exercice 5. Est-ce qu'il y a une question d'abord sur ce qu'on vient de voir? C'est très facile. Hein. Il suffit de suivre un petit peu le tracé bon, et puis après suivre les lignes, ne pas se tromper dans les calculs, et puis c'est tout. Ce qui est important, c'est l'implémentation de ce que vous voyez dans la pratique. Comme ça, il n'y a pas de problème de réflexion. Bien, on passe à l'exercice 5. Bon, alors vous avez juste bifurcation, ça arrive souvent que vous avez par exemple des trucs comme ça. Hein. Quand vous faites un schéma ou quelque chose comme ça, vous avez une ligne de transmission, un circuit intégré qui doit alimenter deux circuits intégrés. Vous avez des lignes de transmission entre les deux. Ça, c'est
Bien, alors on a une première ligne de transmission et qui va alimenter deux lignes de transmission. Alors celle-là, elle a un Z0 de 120 ohms, celle-là, Z0 est égal à 120, et celle-là, elle a un Z0 est égal à 60. La charge ici, c'est 120, ici, c'est 120, ici, c'est 120. Voilà, c'est parfait. Alors, on commence par quoi? Par calculer les coefficients de réflexion à différentes positions. Alors, on commence par ici. Alors, quel est le coefficient de réflexion ici au niveau du générateur? Gamma G. Alors, ici, on a 120 et 120, donc gamma G égale à 0. Ici, gamma ligne 1 est égal à 0. Gamma ligne 2 est égal à combien? Alors là, on a 120 et 60. Donc, ça, c'est 120 moins 60 sur 120 plus 60. Ça fait combien, ça? Ça fait 120 moins 60, ça fait 60. Sur 180, ça fait 1 tiers. Donc ici, on a un coefficient de réflexion de 1 tiers. Alors là, alors en passant de là, l'onde qui vient ici, elle voit quoi? Elle voit deux impédances en parallèle. Elle voit 120 ohms et 120 ohms, ce qui fait 60 ohms. 60 ohms, c'est exactement égal à ça, et par conséquent, le coefficient de réflexion, quand on va dans ce sens, gamma, vers les lignes, on appelle ça la ligne 0, ça c'est la ligne 1, ça c'est la ligne 2. En passant de la ligne 2 vers les deux lignes 0 et 1, on a un coefficient de réflexion de 0. Alors, en passant de là, alors qu'est-ce que je trouve? Je trouve 120 ohms en parallèle avec 60. Et par conséquent, alors 120 en parallèle avec 60, ça fait combien? Ça fait 40 ohms. Alors 120 parallèle avec 60, ça fait 120 fois 60, 120 plus 60. Ça fait, en tout cas, je fais le calcul, ça fait 40 ohms. Alors, pour une charge de 40 ohms, quel est le coefficient de réflexion? Gamma est égal à combien? Donc, ça va être 40 moins 120 sur 40 plus 120. Alors, ça fait combien? 40 moins 120, ça fait moins 80. Sur 160, ça fait moins 1,5. D'accord? Et celui qui vient ici également, il trouve moins 1,5. Voilà les coefficients de réflexion dont il faudra tenir compte. Ici, c'est 0. Ada, 1 tiers. Ada, 0. Ada, 0. Voilà, le V0+, la première impulsion qui est lancée ici, tant que ça, c'est une amplitude de 1 volt. Ça fait combien? Ça fait 0,5 volts. C'est un diviseur de tension avec des résistances qui sont égaux. Donc, ça fait 0,5 volts. Voilà, alors comment on va tracer ça? Alors, il faut suivre toutes les lignes. Alors, c'est pas évident. Alors, ce que je vais faire, j'ai fait comme ça, suivre les deux lignes. J'ai fait ça, c'est la première ligne. Hop, hop. Et après, ça, c'est la deuxième ligne qui est chargée sur 120 ohms. D'accord? Alors, pour celle-là, on va faire comme ça. Là, c'est 120 ohms également. Et on va tracer son diagramme de Banks ici, avec le temps.
pour celle-là. Pour les deux autres, voilà, tracer le diagramme ici. Voilà, on va essayer de ne pas trop se tromper. Alors, on commence. La première chose, elle est lancée d'ici. Elle vaut combien? Elle vaut 0,5 volts. C'est la première. Alors, comment j'ai appelé la première ligne? Oui, c'est 0. Celle d'en haut, c'est 1 et 2. Alors, ça, c'est la ligne 0. Ça, c'est la ligne 1. Ça. Ici, on a gamma est égal à combien? 1 tiers. Gamma est égal à 1 tiers. Ici, gamma égale à 0. Ici, gamma est égal à... en passant de là à là, donc on avait combien? Moins 1,5. Moins 1,5. Donc passant de là à là, on avait gamma égale à 0. Hein, parce que ça c'est 60 et à 12 c'est 120 et 120. Et en passant de là à là, on a coefficient de réflexion gamma est égal à également moins 1,5. Bien. Donc voilà, je pense qu'on a tout. Alors une fois cette tension elle arrive là, qu'est-ce qui arrive ici? Coefficient de réflexion de combien? De moins 1,5. Donc elle repart avec combien? Moins 1,5, ça fait moins 1 quart, c'est moins 0,25. Donc, une fois arrivée ici, elle va continuer son chemin. Avec combien? 0,5. Moins 0,25, ça fait 0,25. Et ce même 0,25, je vais le retrouver sur la ligne qui est en haut. C'est même 0,25, mais je vais le trouver à quel moment? C'est pas t égale à 0, à t est égal à un temps de propagation. D'accord? Ça, c'est le temps de propagation. Parce que toutes les lignes, ils sont les mêmes. Et ils ont la même longueur. Donc, après un temps de propagation, c'est là où je vais trouver 0,25. Bien. Une fois arrivé ce 0,25 ici, qu'est-ce qui va lui arriver? Regardez, ici, on a un gamma L est égal à 0. Donc, ça va rester comme ça. Ça va s'arrêter. Alors, je reviens à en bas. Une fois arrivé ici, on a un coefficient de réflexion de combien? 1 tiers. 1 tiers, donc ça fait... ça c'est combien? Ça c'est 1 sur 4. Donc, fois 1 sur 3, ça fait 1 sur 12. Ce 1 sur 12, une fois arrivé ici, est-ce qu'il va être réfléchi? Non, parce que Hada a un coefficient de réflexion de 0. Donc il va rester 1,12 et il va continuer son chemin. Parce que je vais trouver ici 1,12. Alors ce 1,12 également, il va se retrouver également sur cette ligne-là. 1,12, 1 sur 12. On va le retrouver également en haut. À quel moment? 1 TP, 2 TP, 3 TP. À T égale à 3 TP. Vous allez le retrouver. Et à chaque fois, bon, quand il va arriver, il va s'arrêter. Bien. Voilà, il va continuer son chemin. Une fois arrivé ici, ça c'est 1 sur 12. Une fois arrivé ici, il va s'arrêter. Est-ce que j'aurai d'autres réflexions? Non. Ici, il n'y a 0 parce que gamma égale à 0. Ici, c'est 0 parce que gamma égale à 0. Ici, c'est 0. Et celle-là, tout ce qui arrive ici, il n'est pas réfléchi, donc c'est 0. Voilà. Et ça va s'arrêter, ça va se calmer. Heureusement.
Bien, ben, pour tracer maintenant les tensions au niveau de l'entrée, ici, à 3 niveaux, ici, ici et à la sortie de l'autre ligne ici, ben, on va juste suivre le diagramme. On va commencer par exemple par celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? De là à là, il y a 0. De là à là, il y a 0. Donc jusqu'à 2 fois terme de propagande. Puis après, je trouve un quart plus un 12. Plus 1 sur 12. Donc ça va s'arrêter. Ça, c'est 1 sur 4 plus 1 sur 12. Et ça va rester comme ça. D'accord? Alors ça, c'est... bon, on va mettre ça, c'est V. La ligne... je me suis mis avec la ligne 2. V2. D'accord? Alors, si je prends au milieu ici, qu'est-ce que j'ai? Au milieu, de là à là, j'ai 0 volts. De là à là, j'ai 0 volts. Et après, ça monte à combien? À 0,25. Ça monte à 0,25 jusqu'à ici. Après, qu'est-ce que je vois? 0,25 et je vois 1 sur 12 qui s'ajoute. 0,25, c'est exactement 1 sur 4. Plus le 1 sur 12 qui arrive ici, donc ça fait comme ça. Donc ça, c'est en vert, c'est V, bon, je vais l'appeler V1. V0. Je vais l'appeler V0. Je vais garder V1 pour la ligne d'en haut. Alors, pour la ligne d'en haut, regardez qu'est-ce qui se passe. En sortie de ligne, on va tracer comme ça. Hop. Ça, V1, T. Alors, je vois combien? Là, j'ai 0, 0 jusqu'à 3 TP. Non, jusqu'à, normalement, top, jusqu'à 2 à l'entrée. Non, ça, c'est 2 TP. À 10, ça va jusqu'à 2 TP. Et à 3 TP, on a un autre démarrage. On va corriger ça. À 10, ça va jusqu'à 2 TP. Et puis après, il n'y a rien. C'est à 3 TP qu'on a un autre démarrage. Donc, ça fait... Alors, si je dois représenter tout ça, de là au temps t égale à 2 TP, donc je vais voir combien? 0,25, donc c'est 1 sur 4. 0,25. Puis après, ça va rester comme ça, jusqu'à ce que j'arrive à ce temps-là, où je vois combien? Je vois un 1 sur 12 qui arrive de plus. Là, c'est 1 sur 4 plus 1 sur 12. Et vous voyez que toutes les lignes, à la fin, ils auront 1 sur 4 plus 1 sur 12. C'est la même chose. Or, 1 sur 4 plus 1 sur 12, ça fait combien ça? Ça fait 3 sur 12 plus 1 sur 12. 4 sur 12, ça fait un tiers. Ça fait 0,33 volts. Alors, est-ce que c'est la tension que j'aurais dû avoir en régime permanent? On va retracer ça. C'est comme si vous avez votre générateur et vous voyez deux impédances en parallèle. Une qui fait 120 et une autre qui fait 120. Et ici, vous avez 120. Et voilà la tension que je devrais avoir. 120 avec 120, ça fait 60. Donc, ça fait le générateur V de l'infini, ça fait combien? Ça fait 1 volt du générateur fois 60 sur 60 plus 120. Ça fait combien? 60 sur 180, ça fait un tiers de volt. Ça fait la même chose. Voilà, c'est comme ça qu'on trace ce qui se passe. Bon, la seule chose, il faut se rappeler que pour l'autre ligne qui est en haut, s'il y a quelque chose qui revient, il faut l'injecter dans l'autre ligne également. Simule ça, alors c'était l'exercice 5.
Voilà comment on va simuler ça. Donc, vous avez votre générateur qui a une amplitude de 1 volt. D'accord? Et une impédance interne de 50 ohms. Deux lignes, une qui fait 120. Bon, j'ai inversé ici, c'est celle d'en haut qui fait 60 et celle d'en bas qui fait 120 ohms, chargées par 120 et 120. D'accord? Alors, si on simule tout ça, si on regarde la tension du générateur, bon, c'est celle-là. Alors là, c'est un échelon, hein, parce qu'on nous a dit, c'est pas une impulsion, donc ça reste tout le temps. Et si je représente la tension à ce point-là, bon, ça fait ça. Ici, ça fait ça. Et ici, ça fait ça. Et vous voyez que toutes les lignes, à la fin, ils vont vers 1/3 de volt prévu. C'est bon? Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Vous voyez que c'est très facile. Il n'y a rien de spécial. Il suffit de tracer les choses correctement. Avec une règle et tout ça, ça fait beaucoup plus joli que ce que je fais ici. Bien. Alors, on passe à l'exercice suivant. Bon, je me suis trompé dans l'ordre. Monsieur? Oui. Est-ce que vous pouvez montrer la simulation une autre fois? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, simuler. Alors, Windows, je vais faire ça comme ça se voit mieux. Alors, oui, vous avez une question sur ça? Non, monsieur, merci. Merci. On a les 3 lignes de transmission qui sont connectées en parallèle. Et on a la portion du générateur qui fait 1 volt et les autres. Voilà. Alors ici, ça démarre à 10 nanosecondes. Ici, ça démarre après 20 nanosecondes. Celle-là aussi, 20 nanosecondes. Bien. Alors ici, on dit on souhaite concevoir une ligne micro-ruban d'impédance caractéristique Z0 est égale à 50 ohms, qui sera gravée sur un substrat électrique de permittivité epsilon R égale à 6 mm. La largeur de la piste. C'est Anwar Morabit, Inch'Allah, min كملوا ديك الشيء ديك الساعة نعطيكم accès Google Drive. داكوغ تنكملوا دابا مازال دابا خدام في الكور ما غاديش نمشي نشوف جوجل درايف داكشي. D'accord. Alors, on souhaite concevoir une ligne micro-ruban. C'est quoi une ligne micro-ruban? C'est une ligne telle que vous faites les circuits imprimés. Que vous êtes déjà arrivé de réaliser des circuits imprimés, ou là, non? Donc, quand vous réalisez des circuits imprimés, voilà, on a déjà vu. Un circuit imprimé, voilà. Ça consiste en quoi un circuit imprimé? Vous avez alors je vous dis tout de suite, en haute fréquence, on n'utilise jamais une seule face. On utilise toujours 2 faces. D'accord? Donc on a un plan de masse, un conducteur partout. Puis après, vous avez l'isolant, qui est de l'époxy en général. Puis après, vous avez la piste d'en haut, qui va faire véhiculer votre signal. Donc, suivant cette largeur de piste et cette hauteur et le epsilon R du matériau, vous allez avoir l'impédance que vous voulez. D'accord? Alors, ici, on nous a dit, je pense qu'on a réglé dans le cours. Voilà. Voilà. Généralement, le plan de masse, il est partout, sur tout le circuit. Alors, le H, il est fixé par le constructeur. Mais quand tu as une plaquette, elle a une hauteur H, vous ne pouvez pas la changer.
Le εr, le matériau qui est à l'intérieur, vous ne pouvez pas non plus changer. Quand vous l'achetez, il est ce qu'il est. Tout ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous allez imprimer votre circuit imprimé, c'est les pistes que vous voulez utiliser, vous pouvez changer leur largeur. 2 mm, 3 mm, 4 mm, ça dépend de ce que vous voudrez comme impédance. D'accord? Alors, ici, on vous dit, vous voulez avoir une impédance de 50 ohms. Vous voulez avoir une impédance de 50 ohms. Voilà. Tout dépendra du matériau qui est utilisé ici. Quel est son εr. Alors ici, on vous dit... Non. Le εr, on vous dit dans l'énoncé, c'est un εr est égal à 6. Donc, εr égale à 6, donc je vais utiliser cette courbe-là. Alors, 50 ohms et εr égale à 6, voilà le rapport S. S qui est égal à W sur H. Donc, je dois utiliser un W sur H est égal à combien? Bon, sachant que ça, c'est 2. Donc, voici 1, 1,2, 1,4, à peu près 1,6. D'accord? Donc, le rapport W sur H est égal à 1,6. Sachant que... Alors, il nous faut combien? Alors, vous avez un circuit imprimé comme ça. Vous avez une hauteur H. Et vous avez en dessous un plan de masse. Et vous avez une piste que vous faites ici, qui a une largeur W. Alors, pour 50 ohms, et εr est égal à 6, il faut W sur H est égal à 1,6. Bon, sachant que H, il fait déjà 1,6 mm, donc W est égal à 1,6 fois 1,6 mm est égal à combien? 1,6. 1,6 au carré. 2,56 mm. Voilà, c'est très simple. Dans votre logiciel que vous allez utiliser pour tracer vos pistes, si vous voulez une piste de 50 ohms, il faut lui donner exactement une largeur de 2,56 mm. Hein, vous n'allez pas utiliser tout ce que vous voulez. Non, en haute fréquence, il faut s'assurer que vous avez la bonne impédance pour votre application. Hein, vous voyez bien ici différentes valeurs de largeur de piste. Tout est calculé suivant ce qu'on veut. Hein, vous voyez ici des pistes courtes, des pistes larges, ce sont tous des impédances complètement différentes. Là, ça commence large et ça finit fin, pour une raison ou une autre, d'accord? Et ainsi de suite. Et tout ce que vous voyez comme point, ici, ce sont ce qu'on appelle des viaoles. Ce sont ils vont à la masse, et il y a un court-circuit avec la masse. Il faut tout projeter, il faut que la masse soit partout pour l'idée d'avoir de longues pistes pour aller à la masse, parce que ça fait des inductrices. Ça doit rappeler un petit peu ce que vous avez. C'est ce qu'on appelle des viaoles. Voilà. Les viaoles, voilà, ce sont des trous comme ça, métallisés. Parce que si je veux mettre ça à la masse, je ne vais pas chercher la masse trop longtemps. La masse, donc, directement, je vais faire un trou et ça va descendre
c'est ground, c'est ce qu'on a, ground. Ça va descendre à la plaque d'en dessous pour atteindre la masse. Voilà. Alors, quelle est la vitesse de propagation? Ben, on serait peut-être tenté de dire directement la vitesse de propagation V est égale à C sur racine de epsilon R. Donc ça, ce n'est valable que pour les câbles coaxiaux, parce que dans un câble coaxial, vous avez un conducteur interne et un conducteur externe, et tout le champ électrique est à l'intérieur du câble. Par conséquent, le epsilon R, c'est celui qui est à l'intérieur, c'est le diélectrique qui est utilisé à l'intérieur. C'est celui-là. Voilà, quand vous avez un conducteur interne, un diélectrique, c'est-à-dire un isolant, puis après vous avez un conducteur externe, puis après vous avez un plastique de protection. D'accord? Alors ce conducteur interne-là, vous avez le conducteur interne, le conducteur externe, et puis après les epsilon R qui se trouve à l'intérieur. Alors le problème avec les lignes de transmission, c'est que le champ électrique, il n'est pas vraiment que à l'intérieur, ici, entre le plan super et le plan de base. Il y a un petit phénomène de rayonnement. Par conséquent, le champ électrique, il y a un petit morceau qui est à l'intérieur de epsilon R. Il y a quelques lignes de champ électrique qui sont à l'extérieur, qui sont à un epsilon R est égal à 1. C'est l'air. D'accord. Par conséquent, l'ensemble, on va utiliser ce qu'on appelle un epsilon R effectif, hein, qui est entre 1 et epsilon R tout seul. D'accord. Plus petit, c'est la moyenne. C'est comme je dirais la moyenne des epsilon R. Donc, c'est que une majorité passe dans epsilon R, mais une grande majorité, pas mal de lignes de champ électrique passent dans l'air. Par conséquent, le epsilon R total, c'est un epsilon R effectif, et il est donné également par les constructeurs, ou bien ça peut se calculer par des solutions numériques. Il n'y a pas de solution exacte. D'accord. C'est comme ici. La vitesse de propagation, elle dépend de Hada, c'est presque le epsilon R effectif. Bon, bref. Donc, la vitesse de propagation, si vous la voulez vraiment, il faut utiliser des abacs qui sont donnés. Je pense qu'on verra ça dans TD2. Mais pour les années passées, il y avait ça également. Je pense que TD1, il y avait ça. Voilà. Alors ça, par exemple, là, c'est la même chose. Il vous donne l'impédance caractéristique. L'impédance caractéristique en fonction du rapport W sur H et en fonction du epsilon R que vous avez. D'accord? Une fois que vous avez trouvé le rapport W sur H, il faut venir ici. Il faut passer au W sur H que vous avez et le epsilon R que vous aviez, et vous allez trouver le epsilon R effectif qui est là. On verra ça en TD une fois on passe en régime harmonique. D'accord? En tout cas, il est plus petit que le epsilon R, celui du matériau isolant. Bien, on passe à l'exercice suivant. C'est pour cela qu'on avait vu en cours que voilà, hein, quand vous passez d'une certaine largeur à une autre largeur,
eh bien, vous avez des impédances caractéristiques différentes. L'impédance caractéristique ici, c'est pas la même chose qu'ici, même si c'est un seul fil qui lie les deux pistes, mais là, vous avez une première largeur, et là, vous avez une autre largeur. Bon, plus la largeur est petite, plus l'impédance caractéristique est grande. C'est logique. Ignorer. Hein, plus la piste, plus le W sur H, bon, en supposant que W est petit, plus on passe comme ça, plus l'impédance caractéristique est grande. Alors on passe à l'exercice d'après. Alors là, c'est pour vous essayer de vous rendre compte quand est-ce qu'on va vraiment utiliser la théorie des lignes de transmission et quand est-ce que ce n'est pas la peine de le faire. Hein. Parce qu'on ne faut pas toujours se casser la tête avec la théorie des lignes de transmission, il ne faut pas le faire. Par contre, si vous passez en très haute fréquence, il faut obligatoirement passer par les lignes de transmission. Regardez ce qui se passe. En télécommunication, on n'utilise que des fréquences très élevées. Obligatoirement, on doit passer par les lignes de transmission. Alors, on vous donne juste un cas d'école, c'est comme ce qu'on a vu en cours. Vous avez une ligne de transmission qui a une longueur L, d'accord, et vous allez l'attaquer par un signal, un front montant très rapide qui a un temps de montée TC. Et on vous pose la question, l'analyse du circuit. Alors, pour le circuit linéaire, estimez le temps de montée TC pour lequel? Pour quel temps de montée? On pourra oublier un petit peu les lignes de transmission. Et pour quel temps de montée? Il faudra vraiment tenir compte des lignes de transmission. Je vais vous donner une réponse rapide. Une réponse rapide. Alors, rapide, c'est un petit brouillon. Il faut toujours imaginer les choses comme ça. Voici la ligne de transmission. Pour aller de là à là, il faut un certain temps, T de propagation. D'accord? Si votre signal, imaginez que votre signal, il évolue très lentement, c'est-à-dire à le temps de montée dialogue. D'accord. Si la tension ici et ici n'est pas trop élevée, la différence entre là et là, c'est pas la peine de tenir compte des lignes de transmission. Parce que c'est quoi le vrai problème qu'on a avec les lignes de transmission? C'est que la tension à l'entrée et à la sortie ne sont pas les mêmes. S'ils ne sont pas les mêmes, on ne pourra plus utiliser les théories classiques. Donc, si jamais le signal que vous allez appliquer, il évolue très lentement, comme ça. C'est-à-dire la tension entre ici et ici, ça sera presque la même chose. Par contre, si vous avez un signal qui a un temps de montée très rapide, comme ça, alors ce qui va se passer, c'est que ici, vous allez avoir une tension, ici, et ici, vous allez avoir une autre tension. Et là, il faut tenir compte des lignes de transmission. Donc, tout dépend du rapport entre temps de montée du signal et le temps de propagation sur la ligne. C'est le rapport entre ces deux tensions qui fait que est-ce qu'il faudra tenir compte ou pas. Alors, donc, excusez-moi, monsieur. Oui. Non, j'ai pas bien saisi cette partie parce que normalement, on aura la même tension, il n'y aura que le retard, non? Vous aurez la même tension? Non. Non, vous n'aurez jamais la même tension. Avec un retard. Non. Attendez. Est-ce que vous vous rappelez de l'exemple que j'avais donné Bon, je vais faire ça ici.
Imaginez que la ligne de transmission, on va la schématiser. Le potentiel sur une ligne, la tension sur une ligne de transmission, on va le schématiser avec, ça c'est la terre, ça c'est la mer, et on va le schématiser avec la hauteur de l'eau à la mer, d'accord? Oui. Bon, on va schématiser ça, d'accord? Bon. Alors, comment on va mesurer ça? On va supposer que vous êtes deux personnes à nager ensemble. Et vous êtes en train de nager ici et une autre personne est en train de nager ici. D'accord? On va enlever ça. Bien. Imaginez qu'il y a une vague qui arrive. Alors, une vague, on va supposer que c'est une vague très, très lente. Et énorme. Voilà, comme ça. Alors, on pourra considérer, quand elle est très, très longue, que la hauteur de chacun de vous est presque la même. Alors, parce que vous, un sera ici et un autre sera ici. Ou bien on va supposer qu'ils sont très très proches. Alors on va supposer comme ça. D'accord? Le niveau ou bien le potentiel que vous avez tous les deux est prêt. Parce que la vague, c'est une vague qui évolue très lentement. Imaginez la dérive, c'est quelque chose qui arrive comme. On va supposer que c'est une vague qui arrive comme ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, celui-là, il aura une hauteur qui se trouve ici. Celui-là, il va se trouver ici. Celui-là, il va se trouver ici. Ils n'ont pas du tout le même potentiel. Pourquoi? Parce que le front de montée de la vague, c'est un front très raide. Par rapport à la distance qui vous sépare, vous n'aurez jamais le même potentiel. Sauf étant vers l'infini. Et quand la vague, elle sera comme ça, tout simplement. Mais une vague qui arrive comme ça, vous n'aurez jamais le même potentiel. Parce que quand Hadassa va descendre et quand celui-là va monter, l'autre il va descendre. Ils auront le même potentiel. D'accord? Il faut réfléchir en termes dynamiques. Il ne faut pas réfléchir juste une tension et un échelon. Un échelon, ils vont de eux-mêmes. Il faut penser, mais on n'aura pas appliqué un échelon. Après, on va appliquer des signaux significants, des impulsions. Ils ne seront pas les mêmes. Oui. Par contre, s'ils sont prêts, ou bien si la longueur d'une lumière qui est trop longue, faire usage des théories classiques. Imaginez que l'impulsion qui arrive, elle vient tout doucement, puis après, elle descend tout doucement. On pourra supposer que Hada ou Hada, ils ont un P. Par contre, si l'impulsion qui arrive, elle est comme ça, ils n'auront jamais la même velocité. D'accord? Donc, quand vous avez un signal de haute fréquence, il faudra prendre des lignes de transmission. Quand vous avez un signal de très basse fréquence, on pourra ignorer les lignes de transmission. Bien. Oui, monsieur, merci. D'accord. Alors, je reviens à ça. Alors, ici, on suppose que, voilà, dans l'exercice, on suppose que vous avez non, n'est-ce pas? Alors, on dispose d'un coaxial de longueur 1 mètre. Bon, on a 1 mètre de longueur. Et qu'il y a une vitesse de propagation de 20 cm par nanoseconde. D'accord?
Donc, pour L est égal à 1 mètre, le temps de propagation, c'est combien? C'est 5 nanosecondes. Donc, pour aller d'un bout à l'autre de votre câble, le câble va prendre exactement 5 nanosecondes. Bien. Alors, quand est-ce que je vais tenir compte des lignes de transmission? Eh bien, si le temps de montée, on a dit c'est dans le cours, si le temps de montée est inférieur ou égal au temps de propagation sur 10. D'accord? Propagation. Va dire que la ligne, le temps de montée, le 1/10 de la longueur de la ligne. Le temps de montée est égal au 1/10 de la longueur de la ligne. Donc, si la ligne est fait comme ça, ben, il monte en 0,5 secondes. Alors là, c'est sûr que vous n'aurez pas la même. Par contre, s'il fait 10 fois le temps de propagation, c'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire 10 fois le temps de propagation? C'est-à-dire, si le temps de propagation est ça, le temps de montée, ça sera que il fera 10 fois la longueur. Pour monter de là à là, il va utiliser 10 fois le temps de propagation sur la ligne. S'il fait 10 fois, ça veut dire qu'entre là et là, ça ne va pas changer énormément. Par contre, s'il prend le 1/10 de la longueur de la ligne, donc en 1/10 de temps de propagation, il aura énormément changé. Là, il faut tenir compte. Ça, tenir compte. Ça, c'est ne pas tenir. Vous voyez la différence entre les deux? Un, il change très lentement, l'autre, il change extrêmement rapide. Bien. Oui. Alors, pour simuler ça, comment on va faire? Alors, quel signal? Alors, un signal qui a un temps de montée, quel type de signal pourrait avoir un temps de 0,5 nanosecondes? Quel type de signal carré? Bon, généralement, quand vous avez une certaine période, généralement, je vais l'expliquer ici. Généralement, quand vous avez un signal comme ça, d'accord? Si jamais un signal qui a une certaine période T, bon, le temps de montée, il doit pas dépasser le 1/10 de la période. Sinon, c'est plus un signal carré. D'accord? Donc, Hada, généralement, il fait combien? Généralement, le temps de montée, il doit faire au maximum T sur 10. D'accord? Alors, l'idéal, ça serait de faire comme ça. Mais vous verrez que, bon, c'est pas dans la pratique, si vous prenez un signal sur un oscilloscope, hein, quand vous augmentez la base du temps, vous verrez toujours qu'il y a un temps de montée. Il n'y a pas infini. Il n'est pas infini. D'accord? Mais le minimum qu'il faudrait avoir, au moins, ça doit être le 10e de la période. Donc, si vous avez ici une période, je ne sais pas, de 100 microsecondes, bon là, ça doit être 10 microsecondes. Donc, et ici, 10 microsecondes. Bon, et le reste, on va lui donner c'est de la période, si on suppose que ça, on va lui donner 50 dans la deuxième période, 50. Ici, donc, ce qu'il va rester 30 000. D'accord? Bien. Donc, quel type de signal on va construire avec une temps de montée de 0,5 microsecondes, 0,5 nanosecondes? Eh bien, si toute la période fait 5 nanosecondes, ici 0,5, 0,5, eh bien, donc période être égale à 5 nanosecondes, par contre, la fréquence, ça correspond à 200 MHz. Donc, c'est d'un signal de 200 MHz qui aura un temps de montée plus de nanosecondes, quand de transmission. Monsieur, je vous entends pas bien. Je ne sais pas si que moi j'ai le problème ou tout. Alors, les autres, est-ce que vous... Oui, monsieur, il y a des coupures de... Oui, monsieur. Voilà.
problème, c'est qu'on a moyen de résoudre ce problème des coupes. Bon, alors, parfois c'est le routeur qui amène le hang-up. Alors, on va lui laisser le temps de passer et poser la question. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Oui, monsieur, oui. Oui, Oui, monsieur. sans coupure. D'accord. Donc, je réexplique. Imaginez un temps de montée de 0,5 nanosecondes. Quel signal carré pourrait avoir un temps de montée comme ça? C'est un signal qui aurait une période de 5 nanosecondes. Parce qu'on a dit que le temps de montée, généralement, doit pas dépasser le 1 dixième. S'il dépasse le 1 dixième, c'est plus, ça peut être un signal triangulaire, quelque chose comme ça. Si ça prend comme ça descend comme ça, c'est plus un signal carré. D'accord? Donc, le temps de montée ne doit pas plus que 0,5 ou bien le 1 dixième. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Très bien. Donc, quel signal carré pourrait avoir une période de 5 secondes? Si on prend une période de 5 secondes, on trouve que c'est un signal de 200 MHz. Si mon générateur que je vais utiliser sur un câble de 1 mètre et je délivre un signal dépasse une fréquence qui dépasse 200 MHz, il faudra obligatoirement tenir compte des lignes transmises. Si c'était un câble de 20 cm, peut-être pas la peine. Parce qu'on verrait le signal entre les deux points, c'est presque la même. Là, ce n'est pas le même signal. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Alors, nous, par exemple, j'ai un émetteur FM. D'accord? Un émetteur FM, normalement, on utilise une ligne de transmission et qu'on va faire monter jusqu'à une tour. Vous avez une tour. Connectez ça aux antennes. D'accord? Un câble qui fait qu'on... Monsieur, je pense qu'il y a un problème de la connexion, donc à cause de l'enregistrement que vous avez fait. Ah oui. C'est ça pourquoi? Parce que l'image, parce qu'il y a un retard. Lorsque vous avez expliqué sur le schéma ou bien dessiné, on ne l'a vu pas. Ah, vous n'avez pas vu. Arrêtez l'enregistrement. Parce qu'il reste que grand. Hein. L'essentiel de ce qu'il fallait comprendre, vous l'avez sauvegarder sur Google Drive. Voilà, 2 mois maintenant. Voilà, bon, j'y reviendrai plus tard. Alors, est-ce que vous voyez maintenant? Bonjour. Vous présentez. Alors, est-ce que vous voyez ce que j'explique maintenant? Oui, monsieur. Il Oui, monsieur. y a un grand problème avec ce machin à distance. Bien. Alors, la première partie où j'expliquais ici que vous avez vu ça. Alors ici, j'avais expliqué, si vous allez utiliser un câble d'une longueur de 1 mètre avec un générateur de fréquence qui dépasse 200 MHz, il faudra obligatoirement tenir compte des lignes de transmission. T'as pris معايا ولا لا؟ يا بشي واحد يقول لي Mais pourquoi? واحد شحتها bien وهي احنا هنايا c'est ce que je vais expliquer ici ما عرفتش ما كاين كيبان ولا ما. Alors on a dit on va commencer par un câble de 1 mètre.
on a créé par un câble de 1 mètre. On s'est dit, quel signal qu'on va appliquer à ce câble de 1 mètre pour que la tension ici ne sera pas du tout la même ici. Ou bien ils vont différer d'un grand pourcentage. Et on a trouvé que dès que vous avez un signal de fréquence égal à MHz, dès que le générateur ici dépasse 200 MHz, il faut tenir compte de la longueur du câble parce que nous sommes exactement dans la zone où il faudra utiliser la théorie des lignes de transmission. Et je vous ai donné un exemple ici. Il met un émetteur FM. Alors, quelle est la bande utilisée par les FM? Déjà dit ça. Les fréquences, quand vous êtes chez vous, vous prenez une radio. Allez, hit radio. De 80 jusqu'à 110 MHz. Radio, c'est combien? 94,6. « 88 jusqu'à 100. « 40 mètres pour aller de l'émetteur jusqu'au de la tour, à peu près 30 mètres. S'il fait 30 mètres, certainement c'est un cas très. Et par conséquent, il faudra tenir compte de ça. Parce que déjà, rien que pour à 200 MHz de câble, il faut utiliser. C'est-à-dire, si je compte ça par 2, donc à 100 MHz, on va essayer de tenir compte à partir d'un câble de 2 mètres. Si vous avez 1 mètre, il faudra tenir compte des effets de ligne de transmission. Là, on a des câbles de 30 mètres. Donc, obligatoirement, ça ne doit pas être des câbles filaires ADIN, ça doit être une ligne de transmission, sinon on aura tous les problèmes de réflexion et ainsi de suite. D'accord? Alors, on va essayer de simuler ça. Je pense qu'on avait simulé dans le cours.